Bonjour et bienvenue à tous dans ce Learning Live proposé par l'ESCA Online, l'ESCA Online Campus qui vous propose son premier Learning Live avec Béatrice Collin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de stratégie management à l'ESCA. Vous êtes également doyenne de la faculté et de la recherche de l'ESCA École de Management. Et votre défi, c'est de nous faire découvrir en moins d'une heure l'expérience de L'Oréal dans sa transformation green et digitale. Alors, je sais que vous connaissez très bien l'entreprise, ce premier groupe mondial, parce que vous avez écrit notamment plusieurs ouvrages, dont le dernier s'appelle Digital Makeover, qui est publié aux États-Unis, pas encore en France. Non, en français. Pour ceux que ça intéresse, c'est chez Willy. Ça a été publié en 2021. Alors, juste une toute petite question personnelle. Pourquoi cet intérêt pour L'Oréal ? En fait, j'ai commencé à travailler sur L'Oréal au moment de mes études doctorales aux États-Unis. Je travaillais sur les stratégies internationales des entreprises françaises à cette époque-là. Et donc, évidemment, L'Oréal, c'était déjà un fabuleux cas d'école. Et depuis, en fait, je me suis toujours passionnée pour ce que faisait cette entreprise, que ce soit sur les aspects internationaux, mondiaux, stratégiques. Et donc là, plus récemment, sur les aspects digitaux et de responsabilité sociale et environnementale. Oui, c'est vrai que c'est une grande entreprise, une formidable source d'études. Et alors, aujourd'hui, comment doit-on présenter L'Oréal ? Alors, je dirais, c'est souvent on présente L'Oréal comme étant une start-up centenaire, parce que L'Oréal, c'est une entreprise qui a plus d'une centaine d'années. C'est une entreprise, en fait, c'est le premier groupe cosmétique mondial depuis presque 40 ans maintenant. L'entreprise, elle est présente dans 150 pays, c'est 90 000 personnes à travers toutes ces activités. Et en fait, c'est aussi une entreprise qui est centrée sur un métier, qui est le métier de la beauté. Et c'est ça aussi qui est passionnant quand on y étudie L'Oréal, c'est qu'en fait, le métier de la beauté, c'est aussi vraiment le reflet de toutes nos évolutions, de toutes nos aspirations au niveau social. Et donc, L'Oréal s'est inscrit aussi dans ces inspirations et donc a dû s'inscrire et a su s'inscrire. Donc, L'Oréal, c'est l'objet et le cas d'école de ce Learning Live. Mais revenons sur le thème. La transformation green et digitale, c'est un enjeu majeur pour toutes les entreprises aujourd'hui ? Ah oui, c'est vraiment un enjeu majeur. Enfin bon, je crois que personne ne peut nier le fait qu'on vit en ce moment une très profonde transformation, qu'elle soit stratégique, économique et digitale. Et c'est vrai qu'en plus, on doit affronter des crises là actuellement. Et ces crises sont vraiment à la fois des révélateurs et des accélérateurs en fait de cette transformation, du fait qu'on vit dans ce monde alors qu'on appelle VUCA, c'est-à-dire qui est à la fois volatile, incertain, complexe et ambigu. Et donc, en fait, ce monde-là va obliger, mais en même temps, ça va être des formidables opportunités pour l'entreprise parce que elle va devoir repenser ses activités, elle va devoir se repenser. Et effectivement, je dirais, au cœur de cette transformation, il y a ces deux phénomènes majeurs de green et digital. Alors, mais c'est des transformations, des révolutions, certains disent, dont la société a besoin quelque part. Mais ces deux révolutions qui se font de manière antinomique, en parallèle, elles sont liées, ça se fait de manière conjointe. Alors, je crois que peut-être trop souvent, justement, on a l'impression soit qu'elles soient antinomiques, soit qu'elles se font en parallèle et de manière conjointe. En parallèle. Je crois qu'en fait, ce qui est vraiment important, c'est de se dire que elles doivent... En fait, elles interagissent l'une avec l'autre. Parce que derrière, c'est vraiment ces transformations, ces évolutions sociétales majeures qui sont à l'œuvre. Et c'est vraiment derrière une évolution profonde de notre société, c'est évident, mais aussi une évolution profonde pour les entreprises. Donc de sa culture, de son organisation, de son management. Et de vraies transformations vivent les entreprises aujourd'hui. Et justement... L'Oréal, oui. Elle vit actuellement cette révolution. Alors L'Oréal a été relativement pionnier, puisque L'Oréal maintenant ça fait depuis plus de 10 ans qu'elle a entamé et sa révolution digitale et sa révolution green. Et donc en fait ils ont vécu cette révolution, mais je dirais c'est une révolution qui continue, qui ne s'arrête jamais. Donc c'est toujours en mouvement.
Donc, une entreprise pionnière, vous allez nous en parler, parce qu'on va rentrer dans les détails des cas de l'histoire de L'Oréal et de ses révolutions. Mais revenons, essayons d'analyser ces différentes révolutions. D'un côté, nous allons aborder la question digitale, puis la révolution green et RSE. La révolution digitale, pour une entreprise, qu'est-ce que cela représente? Je ne vais pas vous demander quand est-ce que ça a commencé, parce que c'est permanent, mais aujourd'hui, que faut-il dire sur la révolution digitale? En fait, qu'elle transforme complètement les activités de l'entreprise, puisque c'est à la fois une transformation de ses modes de commercialisation, une transformation de ses modes de production, de ses modes d'innovation, de ses modes d'organisation, et que, en fait, cette transformation digitale, elle a une très très forte intensité disruptive, en fait, et que c'est à la fois un vrai challenge pour les entreprises, hein, ce n'est pas simple, mais en même temps, c'est une formidable source d'opportunités. Et c'est en ce sens-là que le cas de L'Oréal est intéressant, parce que justement, ça a toujours été le positionnement de L'Oréal vis-à-vis de cette révolution digitale, c'est de se dire, c'est une opportunité qu'on doit saisir, parce que c'est vraiment cette capacité, cette chance de se réinventer, en fait. Alors, comment ça s'est passé concrètement chez L'Oréal? C'est parce que vous avez dit qu'ils se sont lancés presque avant tout le monde, et ça a toujours été... Alors, je crois qu'on ne peut pas dire qu'ils se soient lancés presque avant tout le monde. En tout cas, c'est sûr qu'ils se sont lancés très tôt. Hein, donc, si on revient à la genèse, donc on se situe en 2010, et là, c'est Jean-Paul Agon qui va, selon son expression, sonne le tocsin. Donc, et annonce à l'entreprise qu'on va connaître un tsunami digital. Et alors, ce qu'il faut savoir, pour nous, ça paraît évident aujourd'hui, mais en 2010, c'était un message qui n'était pas très audible. Hein. On avait plutôt l'impression que c'était quelque chose qui se passait comme ça entre geeks. Et donc, en fait, il va y avoir toute cette conviction, tout ce message fort qui va être porté par le dirigeant et par l'équipe dirigeante pour vraiment faire comprendre, convaincre, vraiment motiver tout le monde au sein de l'organisation, et justement motiver en disant c'est une façon, ça ouvre de formidables opportunités. 2010, c'est en fait le développement des smartphones et des applications. Exactement, oui. Voilà, c'est ce moment-là. Il y a les entreprises qui ont tout de suite bondi, et donc il y a eu une vision de la part de M. Agon. Il faut réagir, et d'ailleurs, visiblement ça marche, puisqu'il reste encore numéro 1 mondial aujourd'hui. Oui. Alors, concrètement, voilà, en 2010, qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est déroulée cette révolution? Alors, je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment connu, et c'est toujours le cas d'ailleurs, vraiment à la fois un phénomène de bottom-up et de top-down dans cette révolution, dans cette mise en marche au niveau digital. Alors bon, il y a eu une première phase, comme je disais, c'était vraiment convaincre, il fallait entraîner, il fallait que tout le monde soit on board. Et donc, en fait, là, ça a été vraiment de lancer énormément d'initiatives, de demander aux gens, chacun dans leur activité, chacun dans leur fonction, en fait, de lancer des initiatives, de lancer des projets, justement, des projets digitaux. Donc ça s'est passé pendant 4 ans, et donc il y avait ce volcan, hein, toujours selon les termes de Jean-Paul Agon. Et puis à un moment, je dirais en 2014, au bout de cette effervescence, en fait, il y a eu quand même le besoin de structurer le volcan. Alors, c'est-à-dire qu'il fallait à la fois structurer, mais il fallait surtout pas, justement, couper cet élan qui avait été créé. Les initiatives, le foisonnement. Oui, tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait en 2014? Alors, en 2014, en fait, ils ont nommé donc au COMEX ce qu'on va appeler donc ce nouveau métier de CDO. Donc, Lubomira Rocher, qui vient de l'extérieur de l'entreprise, elle, et qui est quelqu'un de très très au fait sur les questions digitales. Donc, justement, pour à la fois piloter et impulser cette révolution digitale. En fait, c'est l'arrivée d'un CDO il y avait déjà des initiatives, c'était pour coordonner le tout, mais aussi c'est un CDO, un Chief Digital Officer, c'est un militant de la cause digitale dans l'entreprise. Qu'est-ce qu'il fait exactement?
Le rôle qu'a eu la CDO chez L'Oréal, ça a été vraiment de formaliser un cadre, c'était pour vraiment accompagner ce processus de transformation, c'était vraiment pour aussi articuler les projets dans une vision globale, hein, puisque c'était important, et en même temps, comme je le disais, valoriser les initiatives de chacun. Donc en fait, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a beaucoup de conviction, beaucoup d'empathie, presque un certain activisme en fait, hein, pour pouvoir être vraiment ce co-créateur en fait avec chacun. Voilà. Mais j'imagine qu'elle ne travaille pas seule. C'est-à-dire, c'est quand même une entreprise présente dans 150 pays, vous me disiez, 90 000 salariés, plein de filiales. Elle a constitué des équipes, il a fallu constituer des équipes dans chaque structure. Comment ça s'est passé? Parce que là on parle management de cette révolution digitale. Oui, alors paradoxalement, son équipe était une équipe relativement légère. Puisqu'en fait, vraiment, la philosophie, c'était de surtout ne pas faire, mais de faire. Et donc ça, c'était vraiment important. Donc en fait, les personnes de son équipe étaient là pour aider, étaient là pour soutenir, étaient là pour encourager, mais surtout pas pour faire à la place de chacun, de chaque acteur au sein de l'organisation. Et donc, parce que c'est vrai qu'en fait, quand on voit comme ça, enfin, le digital, bon, on voit parfois les aspects un peu toujours émergents, enfin, que sont le marketing, que sont des éléments comme ça. Hein. C'est vrai que L'Oréal, c'est plus de 80 000 youtubeurs dans le monde, hein, donc c'est absolument énorme. Mais le digital, c'est aussi des choses qui sont comme la supply chain qu'il faut revoir, c'est comme la production qui doit être une production beaucoup plus customisée, c'est des applis pour tester des maquillages ou des teintures de cheveux. Donc ça, c'est vraiment très, très, très divers en fait. Voilà, c'est très. Il y a d'autres actions, faites-nous rêver, parce que on veut savoir comment ça s'est passé, des exemples. Là, vous parliez d'applications. Oui, en fait, c'est vrai que quand on parle de commercialisation des produits, quelque chose qui est très important, évidemment, quand on achète des cosmétiques, c'est de les tester. Et évidemment, donc d'où le rôle du magasin, qui a toujours eu un rôle absolument important pour tester le maquillage, etc. Évidemment, quand vous êtes derrière un ordinateur, vous n'allez pas pouvoir tester les produits. Donc, en fait, ça a été des créations d'applis, donc avec de l'intelligence artificielle, où vous prenez en photo et vous pouvez comme ça tester vos différents maquillages et donc acheter les produits qui vont vous convenir. Vous pouvez aussi tester soit chez vous, soit chez votre coiffeur, différentes couleurs de cheveux. Donc, et toutes ces initiatives, tous ces changements, toute cette révolution digitale n'est jamais venue finalement d'une décision d'en haut. Ça a été une coordination, c'est le bas qui proposait. Oui, c'est une conviction, je dirais, d'en haut et des actions qui se sont construites par le bas. Et après une mise en place de la coordination, on en parlera peut-être tout à l'heure. Donc si je retiens la digitalisation, c'est un profond changement de mindset, vous m'avez dit. Et voilà, tout un travail collectif, individuel. Et finalement, ça prend du temps, mais c'est permanent. C'est permanent, je pense que c'est comme la quête de la beauté, c'est infini. Parlons maintenant de la révolution green. Alors avant de parler de L'Oréal, revenons sur l'histoire de la RSE, comme on dit, plutôt que la révolution green. Est-ce qu'on peut la dater? Quand est-ce que les entreprises ont commencé à être sensibilisées à cette question? Alors, je dirais que le concept de RSE est né aux États-Unis dans les années 80, est arrivé en Europe dans les années 90. Bon, un contexte un peu différent, puisque notamment, je veux dire, la responsabilité sociale était déjà très présente dans les pays européens, donc, parce qu'on avait déjà une protection sociale qui était présente. Et donc, en fait, ça a été vraiment, ce qui a été intéressant, c'était en 2001, quand l'Union européenne a proposé sa propre définition de la RSE, qui est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec leurs parties prenantes. Donc une vraie définition. Oui, alors une vraie définition, mais une définition qui est extrêmement riche et puis qui pose des choses fondamentales. En fait, d'une part parce que c'est l'idée de volontaire, donc ça veut dire que c'est vraiment l'initiative des entreprises, c'est les entreprises qui sont responsables. Donc ça, c'est vraiment important. C'est plus quelque chose qui est porté par l'État, c'est quelque chose, en fait, qui est porté par les entreprises qui doivent s'approprier cette problématique. Le deuxième terme important, c'est en fait les relations avec l'ensemble des parties prenantes. Et ça, c'est quelque chose aussi... Alors,
tout comme le digital, qu'on va retrouver dans cette révolution green, c'est-à-dire en fait de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et en fait, ils sont allés encore un peu plus loin, je dirais, avec une définition encore un peu plus élargie en 2011 à l'Union européenne, où ils ont dit que la RSE est la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc là, on a vraiment une vision très large. Une vision très large, et puis après, une phrase lourde et qui peut être lourde à porter pour des chefs d'entreprise. Et comment ça s'est passé justement dans l'entreprise que vous connaissez bien, L'Oréal? Quand est-ce que la prise en compte de la RSE a été effective dans l'entreprise? Je dirais que c'est une notion qui a toujours été présente, cette notion de responsabilité, bon, même si on ne l'appelait pas comme ça à l'époque. Et sur le plan anecdotique, le premier nom de L'Oréal, c'est la Société des teintures inoffensives pour cheveux. Hein, donc à une époque où ça pouvait être dangereux de se teindre les cheveux. Donc en fait, on voit, il y a toujours ça. L'Oréal a été une des premières entreprises en France à donner un congé maternité de 6 mois avec la naissance du 3e enfant. Donc il y a quand même toujours eu ces préoccupations qui étaient présentes dans l'entreprise. Et puis disons que ça a été, je dirais, formalisé, on lui a donné un nom. Et donc ça s'est passé, alors je dirais, de façon assez timide en 2007 avec la nomination d'un directeur général de l'éthique. Et ça a été vraiment là, profondément ancré en 2012. Alors après, le Chief Digital Officer... C'est le Chief... Sustainability Officer. Donc en fait, ça s'est passé exactement pareil. Comme pour le digital? Comme pour le digital, c'est très proche, c'est-à-dire que ça a été vraiment... Et avant le digital? Alors, non, en même temps. Et donc, c'est vraiment cette conviction, là aussi, qui a été portée par la direction, l'ensemble des dirigeants de l'entreprise. Donc, le fait que, là aussi, on vivait une autre révolution et que là aussi, cette autre révolution allait forcer l'entreprise à se repenser. Alors, mais est-ce que ça aboutit à la mise en place de programmes spécifiques ou pas? Ah oui, donc, je dirais, le premier programme, c'était en 2013. Donc, à la suite, donc, c'était Sharing Beauty with All. Donc, ça, en fait, c'était des objectifs qui étaient fixés pour 2020, donc objectifs sociaux et environnementaux. Ces objectifs ont été renforcés en 2017 et en 2020, alors là, il y a encore eu un programme encore plus ambitieux qui était L'Oréal for the Future. Et c'est quoi ces engagements? Ces engagements, alors c'est l'ensemble de toutes ces actions concrètes qui peuvent être entreprises au sein de l'entreprise et puis aussi avec les parties prenantes, avec son écosystème, hein, puisque là aussi c'est ça qui est important à voir. Donc en fait ça touche énormément. Ça peut être les émissions carbone des usines, ça peut être le packaging, ça peut être la composition des produits. Enfin, bon. Donc une véritable montée en puissance d'une révolution green, en tout cas de la prise en compte de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Sur un plan plus concret, est-ce que vous avez des actions à nous donner? Alors, moi, je crois qu'il y a justement ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment cette prise en compte de l'écosystème et notamment le fait de travailler avec ses fournisseurs. Et donc, il y a un programme qui a été mis en place qui est le Solidarity Sourcing Programme. Et donc, c'est le fait d'avoir à la fois des approvisionnements qui sont soucieux de l'environnement, mais qui permettent aussi aux personnes d'avoir des revenus décents. Et moi, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple sur l'huile d'argan au Maroc. L'huile d'argan, c'est très précieux en cosmétique, hein, c'est quelque chose de très précieux, qui est cultivé au Maroc, et puis qui est transformé au Maroc, et qui est traditionnellement une activité qui est faite par les femmes. Et donc L'Oréal, en fait, a décidé de créer avec des ONG, en fait, des coopératives, et des coopératives où ce sont des coopératives de femmes, et donc ça permet à ces femmes de pouvoir se créer un revenu personnel, et puis aussi d'acquérir de l'indépendance tout en ayant une culture respectueuse de l'environnement. Mais alors là, ce sont des initiatives comme pour le digital qui sont parties du bottom-up. C'est la même chose. C'est à la fois c'est du top down et c'est du bottom up en fait, et c'est toujours Donc elle travaille avec le groupe travaille avec des ONG. Est-ce que par exemple il a travaillé avec des organismes comme Fair Trade International? J'imagine qu'il y a des initiatives
partout dans le monde sur ces questions-là? Oui, oui, alors partout dans le monde. Un autre exemple, c'est au Sénégal, c'est sur la production de coton. Vous savez que le coton, c'est absolument désastreux pour l'environnement en termes de culture. Et donc, en fait, là, ils ont donc créé là aussi une coopérative avec 500 fermiers locaux pour produire du coton, donc toujours pareil, qui respectait l'environnement et qui leur permettait à ces fermiers d'avoir un revenu décent. Donc voilà, il y a, j'imagine, énormément d'autres initiatives, mais bon, comme beaucoup d'entreprises depuis un certain nombre d'années, dès qu'on parle de révolution green, etc., on a parlé de greenwashing à une époque. Voilà, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que c'est une véritable politique ou ce sont de simples opérations de communication? C'est la question que posent généralement tous les journalistes à un moment donné. Alors, moi j'ai envie de dire que de toute façon, tout n'est pas parfait. Hein. Là aussi, c'est des choses qui prennent du temps. Bon, il faut voir. Bon, comme je disais, c'est une révolution qui est quand même en profondeur. L'Oréal est présent dans 150 pays, c'est des milliers de fournisseurs. Enfin bon, donc, et c'est des produits très variés parce que bon, c'est très différent de produire un rouge à lèvres, une crème anti-rides ou un shampoing. Et en fait, on ne devient pas green en un an. Et là, je crois que, justement, on peut se méfier des discours qui affirment être devenu green très rapidement parce que ça, c'est pas vrai. Et c'est là où c'est de la communication. Parce qu'en fait, devenir green, ça prend énormément de temps. Il faut embarquer tout l'écosystème. Et donc, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est un travail de longue haleine, travailler avec les acteurs locaux, travailler aussi en interne pour changer des approches. Et alors, comment on fait pour combiner performance économique d'un côté et puis performance sociale et environnementale? Finalement, est-ce que c'est vraiment compatible? Alors, je dirais c'est extrêmement compatible et c'est vrai que c'est un point important parce qu'en fait on va toujours avoir une première réaction qui va dire ah oui mais ça coûte cher et en fait je dirais ça c'est une réaction qui est très court-termiste parce qu'en fait on s'aperçoit que être green, être responsable socialement et écologiquement en fait les recherches ont vraiment montré un vrai lien positif qui existe entre la performance économique et la performance sociale et environnementale. D'une part parce que vous comblez des aspirations des consommateurs, et les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ces thématiques-là. Et aussi, ce qui est très important, c'est qu'en fait, c'est un énorme levier de motivation de vos employés. Parce que bon, alors il y a toujours les générations X, Y et Z, mais il y a aussi les autres générations qui sont vraiment attachées à ces problématiques, qui ont envie d'avoir du sens et de travailler en fait dans des organisations qui ont aussi du sens. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, le dernier aspect qui est non négligeable, c'est aussi l'attention que portent de plus en plus les financeurs et les actionnaires à cette dimension-là. Et on sait que certains fonds sont extrêmement attentifs à ce côté de RSE. Donc voilà, il y a une vraie révolution où financeurs, salariés, consommateurs, tout le monde marche dans ce sens, mais ça se met en place lentement, sûrement. Est-ce que vous venez de décrire deux révolutions quand même? Oui. Le digital d'un côté, green de l'autre. Au niveau des managers, ça a dû être schizophrénique. Il y a eu énormément de pression pour prendre en compte ces deux révolutions, changer les choses, travailler sur des projets de développement durable d'un côté, travailler aussi sur une révolution numérique de l'autre. Comment les managers au sein de L'Oréal ont-ils vécu cette période, en gros, 2020? Oui, donc je crois que ce qui est important de voir, c'est que ces deux révolutions, en fait, ont vraiment apporté chez L'Oréal vraiment une métamorphose organisationnelle et managériale. Donc ça, c'est vraiment parce qu'il a fallu repenser, en fait, l'entreprise, repenser l'organisation. En fait, on est rentré progressivement dans un autre paradigme pour cette entreprise-là, comme pour toutes les autres entreprises, hein, d'ailleurs. Hein, c'est pas simplement le cas pour L'Oréal. Et donc, c'est vrai que si on reprend L'Oréal, donc il y a quand même ce besoin à un moment d'accompagner
cette métamorphose, de mieux la formaliser. Et donc, c'est pour ça qu'en 2016, en fait, il y a eu cette création d'un programme donc, qui s'appelle Simplicity, et qui était vraiment ce programme de répondre à cet objectif donc, d'accompagnement. Donc, si on reprend sur le plan... Quand vous dites accompagnement, c'est accompagnement des managers, accompagnement de l'ensemble des salariés? C'est vraiment l'accompagnement de l'ensemble des salariés, c'est vraiment des principes clés qui ont été affirmés ou réaffirmés d'ailleurs, hein. Donc, et qui permettent en fait justement de se dire, ben voilà, aujourd'hui le monde dans lequel on vit, c'est celui-ci au travers de ces 8 principes qui ont été énoncés. Ce sont des principes en fait qui s'énoncent suivant le nom de la série Orange is the New Black, et là donc en fait tout est décliné de cette façon-là. Donc c'est vraiment à la fois quelque chose qui s'adresse aux managers, puisqu'on leur dit il faut donner de la capacité d'autonomie, il faut de la capacité d'action, il faut faire confiance à vos équipes, et puis en même temps on dit à chacun faut encourager l'agilité, donc il faut être agile, il faut être curieux, il faut être collectif. Et alors bon, c'est pas que ça a quelque chose de révolutionnaire, mais le fait que ce soit dit, ça a été très important. Oui, mais et le message est passé facilement, parce que c'est quand même L'Oréal, c'est un grand groupe avec de nombreuses marques, de nombreuses filiales. Est-ce qu'il y a eu parfois des difficultés ou ces révolutions se sont bien passées? Il faut y croire quelque part, puisque L'Oréal est toujours numéro 1 mondial, et voilà, elle a fait une révolution copernicienne en son sein, donc tout s'est bien passé. Alors, bon, bien sûr que tout s'est pas parfaitement bien passé. Bon, déjà, il y a quand même tout un temps de la construction et du partage avec tous, donc ça, c'était important. Et ce qui a été vraiment très important aussi, c'est que ces principes, en fait, s'inscrivent également dans l'identité de L'Oréal. Et donc, c'est vraiment ça qui est très, très important. C'est cette façon dont L'Oréal a sa capacité, en fait, à revisiter son identité, revisiter son passé pour se réinventer l'avenir, mais un avenir qui s'inscrit aussi toujours dans sa culture et dans son identité. Enfin, L'Oréal, c'est surtout pas du passé faisant table rase. Et donc, il y a une continuité. En fait, ces révolutions permettent d'affirmer la marque et de développer de nouveaux projets. Donc. Oui. Et c'est vraiment toujours un esprit, cet esprit L'Oréal, en fait, qui va comme ça continuer à exister en prenant d'autres formes, en se réinventant. Mais nous sortons quand même aujourd'hui d'une période de pandémie qui a été assez difficile pour les entreprises. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, ces révolutions les ont bien passées ou pas? Je dirais ça a été vraiment cette crise, notamment la pandémie, ça a vraiment été à la fois un révélateur et un accélérateur. Et c'est vrai que, bon, là aussi, les recherches ont montré que les entreprises qui avaient mieux surmonté la crise, en fait, c'était les entreprises les plus avancées sur le plan digital. Il faut voir aussi qu'il a fallu en quelques jours, transformer la supply chain. C'est quelque chose d'inouï et d'inédit, donc au niveau des entreprises. Et ça a montré aussi que, je dirais, démontrer encore plus l'importance des préoccupations sociales et environnementales. Et d'ailleurs, L'Oréal, c'est en 2020 qu'ils ont sorti leur programme L'Oréal for the Future, c'est-à-dire en pleine pandémie. Et là, vraiment en mettant en avant l'importance de l'urgence climatique et de la vulnérabilité des femmes. C'est un fonds doté de 150 millions d'euros. Oui, ça 150 millions d'euros pour défendre ces causes. Oui. Alors, on arrive un petit peu à la fin de cette intervention. Est-ce que L'Oréal peut être un exemple? Est-ce que pour d'autres entreprises, il faut suivre l'exemple L'Oréal, copier L'Oréal? Alors, surtout pas. Je crois qu'il ne faut jamais copier, je crois qu'il ne faut pas vouloir reproduire à l'identique. Moi, je crois que ce qui est important, c'est ces idées clés, ces principes clés. En fait, c'est vraiment des sources d'inspiration pour les autres entreprises. Et après, c'est à chacun de trouver son chemin. On est dans des industries différentes, dans des environnements différents. Et c'est vraiment à partir de là, en fait, de construire son chemin qui est spécifique à chacun. Donc, une source d'inspiration, c'est sûr, un copier-coller, non. Et là, je m'adresse au professeur que vous êtes. Est-ce qu'il y a 2-3
point clé qu'il faut retenir, que les entreprises doivent retenir, c'est le bottom-up. C'est cette notion-là, mais c'est à la fois le bottom-up et le top-down, c'est-à-dire cette conviction très forte aussi, qui va vraiment être très importante. C'est le fait de se dire que c'est un monde d'opportunités, alors que trop souvent c'est vu comme étant un monde de difficultés Et de contraintes. et de contraintes. Donc c'est vraiment de se dire on peut se réinventer et on s'inscrit vraiment dans le long terme. Et ça, je crois que c'est vraiment très important. Enfin, je veux dire, la question de la responsabilité sociale et environnementale, c'est la question aussi de la durabilité, de la sustainability. Et donc vraiment, c'est ce qui permet de s'inscrire dans ce long terme. Et alors, une toute dernière question quand même, c'est de nombreuses transformations, des opportunités, vous parliez. Est-ce que c'est également des opportunités d'emploi? Ça permet de recruter? C'est vraiment un gisement énorme d'emplois parce que, en fait, les entreprises ont vraiment besoin aujourd'hui d'avoir ces personnes-là qui sont capables de conduire ces projets innovants, digitaux, green, et en fait, qui ont cette capacité aussi à conduire le changement et à s'inscrire dans cet environnement, oui. Donc des experts secteurs, mais aussi des managers ayant vraiment eu une expérience dans le green et digital et appréhendant bien ces problématiques. Ça, c'est en tout cas, des personnes ou des talents qui ont cette sensibilité et qui ont compris que c'était vraiment quelque chose d'important de conduire le changement et donc qui vont pouvoir, je veux dire, s'épanouir et beaucoup apporter. Et j'imagine qu'il y a des formations. Il faut se former à ces métiers, aux questions du digital et du green. Et je vous rappelle que Béatrice Collin est enseignante à l'ESCA, École de Management, et qu'en septembre prochain, l'ESCA Online Campus ouvre son premier Master of Science 100% online avec la spécialisation Leading Green and Digital Transformation. J'ai bien dit? Alors, oui. C'est un MSc avec un programme diplômant qui se fait en 12 mois, qui a pour objectif d'aider les étudiants à acquérir des compétences managériales globales et digitales et de mettre en œuvre des technologies numériques disruptives pour conduire la transformation durable des entreprises et des organisations. J'ai bien cité dans le texte. C'est parfait. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous donne le site internet, c'est skonlinecampus.edu.eu/fr si vous voulez l'avoir en français. Alors, si vous voulez en savoir plus sur L'Oréal, je ne saurais vous conseiller de lire les ouvrages de Madame Collin, le dernier étant Digital Makeover, publié aux États-Unis chez Wiley en 2021, ou encore un ouvrage qui a été, que vous avez édité en 2012. 2015, c'est L'Oréal, la beauté de la stratégie, aux collections Stratégie Management chez Duno. Madame Collin, merci infiniment pour ce tour d'horizon de la transformation green et digitale. Merci à vous. De L'Oréal. On a tenu les délais, 40 minutes. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr voir et revoir ces 40 minutes sur l'expérience L'Oréal en matière de transformation digital et green sur le site internet de l'ESCA. Et nous vous disons à bientôt pour un nouveau Learning Live. Au revoir.